Madame, Monsieur, bonsoir. Le budget 2024 au menu de cet épisode. Le projet de loi de finances de l'année prochaine, adopté à une large majorité par les élus de la Chambre des représentants, aujourd'hui et hier aussi. À noter que plusieurs amendements ont été apportés à la version initiale. 6% seulement des amendements proposés par les groupes de la majorité, de l'opposition et autres groupes parlementaires ont été retenus. Ils ont fait l'objet, bien sûr, de longues négociations au sein de la Commission des finances, suscitant au passage aussi un débat houleux au Parlement, principalement sur le volet fiscal, mais aussi douanier. À noter également cette grande nouveauté ou surprise de dernière minute. Peut-être que la cadence de la réforme fiscale semble s'accélérer, initialement prévue pour l'exercice 2025. La révision de l'IR est-elle soudain à l'ordre du jour? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce un moyen pour le gouvernement de s'attaquer à la demande? Quid de l'offre face aux hausses importantes sur les droits d'importation qui vont du thé à la machine à laver? Et j'accueille pour le débat de ce soir le président de la Commission Finances et Développement économique au Parlement, Mohamed Chawki. Bonsoir. Bonsoir, Khadija Hassan. Bienvenue à vous sur ce plateau. Je rappelle aussi que vous êtes membre du bureau politique du RNI. Toujours pour représenter la majorité, nous avons avec nous le président ou le vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens, membre du Conseil national de l'Istiqlal, Adnan Benchkron. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau une nouvelle fois. Merci de l'invitation. Nous avons également avec nous le président du Forum des économistes du PPS, Mohamed Ben Moussa. Bonsoir. Bonsoir Madame Ihsan, merci de l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Et avec nous aussi un économiste, professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Afira. Donc nous ne présentons plus, mais un rappel pour nos téléspectateurs. Merci bonsoir. pour l'invitation et heureux d'être parmi vous. Marhaba. Marhaba. Un mot d'abord sur le travail ou les travaux de la Commission Finances et Développement économique au Parlement que vous présidez, Mohamed Chawki. Alors, selon les données révélées par votre commission, le pourcentage général d'absence des députés aux séances de discussion générale et l'étude détaillée du projet de loi de finances, 13 réunions au total? Tout à fait. Seulement 48% de présence. Est-ce que cela signifie un désintérêt pour le projet de loi de finances par nos élus? Pas du tout. Alors, laissez-moi vous rappeler le processus de l'examen de la loi de finances au sein de la Commission. L'examen du projet de loi de finances commence par la présentation du gouvernement, passe par un examen général où il y a une grande discussion politique. Cet examen est parfois houleux, comme vous l'avez dit à la présentation, et après on passe à l'examen détaillé. Vous savez que les députés membres de la Commission des finances peuvent être aussi soutenus par des députés membres d'autres commissions. Donc, ce taux de participation des membres de la Commission des finances ne veut rien dire 48%, parce que ma salle était pleine tout au long de cette charrette qui a duré Même si ce n'est que la moitié des gens qui sont supposés être là. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, comme l'examen de la loi de finances passe en même temps les budgets détaillés des différents départements, on peut imaginer que des députés qui sont membres de la Commission des finances assistent aussi aux autres commissions. Mais il y avait une très grande présence des autres députés qui ne sont pas membres de la Commission des finances, notamment à l'examen général, au débat politique. C'était plus opposition ou majorité? Bien sûr, plus majorité. Quand même. Très bien. Toujours. Alors, je pourrais juste ajouter quelque chose sur les travaux de la Commission. Je suis à ma 3e loi de finances. C'est un projet très intéressant que le gouvernement a présenté. Et en témoignent les débats qui s'en ont suivi. On a eu plus de 70 heures d'examen avec 13 séances de réunion de la Commission des finances, 413 ou 414 amendements présentés. Et donc, ça peut vous donner... Dont moins de 30 retenus. D'accord. Très bien. 26 exactement. Voilà. J'ai arrondi, mais bon, ça fait 5,8% pour être peut-être dans le taux. C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme au Maroc? C'est la norme internationale. Alors, juste par rapport justement aux travaux de cette commission, donc vous représentez le Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Ben Moussa.
des membres du groupe PPS, ou plutôt un membre du groupe, a soulevé quelques préoccupations par rapport à l'impartialité du rapport présenté par une membre du groupe de l'Istiqlal, affirmant qu'il ne reflétait pas de manière, je cite, neutre les discussions en commission. Un commentaire? Écoutez, il m'est difficile de vous apporter une réponse étayée par des faits et des arguments, n'étant pas membre de la commission des finances. L'information que vous rappelez, je l'ai lue comme tout le monde et j'ai eu des échos auprès de collègues. Moi, ce que je peux regretter, par contre, c'est que la majorité actuelle ait décidé de faire en sorte que les réunions de la commission des finances, comme les autres commissions sectorielles, soient tenues à huis clos. Évidemment, il y a la possibilité d'avoir des accréditations, la presse peut être là, elle fait des comptes rendus, mais j'ai souvenir que sous d'autres mandatures, les experts, les universitaires, les acteurs économiques, les citoyens pouvaient suivre en live ces commissions, les réunions de ces commissions, et se forger leur propre point de vue. Aujourd'hui, il y a une certaine opacité qui me dérange d'un point de vue transparence financière et d'un point de vue démocratie et d'un point de vue communication de l'information pertinente aux citoyens. Voilà, je ne peux pas dire autre chose de plus par rapport à cette question que vous soulevez, n'ayant pas été personnellement présent à cette réunion. Très bien. Bon, alors, avant de parler des détails qui intéressent beaucoup les téléspectateurs, on parle bien évidemment des amendements, c'est principalement des amendements, comme je le rappelais dans mon introduction, avec un cadre fiscal et surtout douanier. Mais avant, professeur Fielano, juste une question sur les finances publiques. Selon la TGR, le déficit budgétaire s'élève à 37 milliards de dirhams, soit à fin octobre, soit 12 milliards de plus qu'il y a un an. Est-ce que vous pensez que ce PLF, tel que dans la mouture actuelle, voté, rappelons-le, par la Chambre des représentants, plus tard donc il passe par la Chambre des conseillers, va remédier au creusement du déficit budgétaire? En termes hypothétiques, oui. Ça veut dire les hypothèses qui ont été formulées par le gouvernement dans la proposition qui a été faite de la loi de finances, on table sur un déficit budgétaire qui ne dépassera pas les 4,5%. Et donc là, n'oublions pas, c'est un exercice prévisionnel. Et donc avec la prévision, moi je reste un peu sceptique, ou je garde un peu de la vraisemblance dans les prévisions qui sont utilisées. Maintenant, si on arrive à calquer exactement ou exécuter la loi de finances exactement à la lettre de ce qui a été fait, on peut arriver à ça parce que c'est un exercice mathématique, tout simple. Mais maintenant, l'expérience a montré que l'exécution de la loi de finances ne se fait pas radicalement comme ça a été transcrit. Pourquoi ? Ce n'est pas le gouvernement, mais il y a des chocs qui peuvent arriver, il y a des éléments. On table sur, par exemple, la campagne agricole, sur la pluviométrie, un taux à peu près qui voisine la normalité de la production agricole, mais on ne peut pas arriver à ça. Millions de canons. Voilà, on ne peut ne pas arriver à ça. Il y a aussi d'autres paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Mais globalement, si je parle de façon scientifique et je garde un peu la neutralité et l'objectivité, si on arrive à vraiment appliquer directement à la lettre ce qui a été prévu, toutes choses étant égales par ailleurs, on va arriver à ce déficit. Maintenant, je parle loi de finances. Maintenant, est-ce que la conjoncture le permet? Il y a beaucoup d'incertitudes, et on le sait, sur tous les éléments économiques et ceux qui rentrent un peu dans la conviction, que ce soit des recettes ou aussi dans les dépenses qui sont proposées dans la loi de finances, il y a beaucoup d'éléments d'incertitude. Nous avons de l'incertitude sur ce qui va se passer au niveau du gaz. Nous avons une réforme qui va entamer, qui va rentrer en vigueur. On va augmenter de quelque part un peu, ou réduire en quelques peu de dirhams, 10 dirhams, je pense, pour l'année 2024 de subventions sur le gaz. Donc ça aura des répercussions. On ne sait pas comment ça va se déployer, ça va se propager dans l'économie. Je ne pense pas qu'il y ait une étude aujourd'hui qui pourra nous dire ce qui va se passer de façon directe ou indirecte. Mais globalement, je sais que les hypothèses, on veut y arriver, mais je suis très convaincu, je ne parle pas uniquement de ce gouvernement, tous les gouvernements passés n'ont pas réussi à avoir les hypothèses qui ont été formulées à l'avance. D'accord ? Voilà. De dernières années, déficit annoncé, déficit réalisé. Il se réduit, je suis tout à fait d'accord, mais il n'est pas réalisé. Le déficit annoncé par rapport au déficit réalisé. Je ne crois pas, c'est Chaupré, et je vais expliquer à vos téléspectateurs pourquoi le déficit annoncé n'est pas celui qui est réalisé. Parce qu'aujourd'hui, le déficit budgétaire est devenu une variable d'ajustement. Et l'outil qui est employé par l'ancien gouvernement, déjà,
puis l'actuel, c'est l'outil de ce qu'ils appellent les financements innovants. Or, cet outil-là, cet outil financier, les financements innovants, ce sont des instruments qui sont utilisés justement pour corriger le niveau du déficit budgétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un financement innovant? innovant? Le financement innovant, ça a été découvert par l'ancien gouvernement, le ministre de l'économie et des finances à l'époque, reproduit par l'équipe actuelle. C'est tout simplement une opération de leaseback qui existe dans l'industrie bancaire marocaine depuis la fin des années 70, début des années 80. Concrètement, l'État cède un certain nombre d'actifs sans respecter la procédure de privatisation. Est-ce de la privatisation? C'est une privatisation, à mon avis, faussée, déguisée, masquée. Et donc, ça ne passe pas par un vote du Parlement. Mais c'est censé rentrer dans le budget? Oui, laissez-moi terminer mon explication. Non, et donc, oui, tout à fait. Est-ce que les recettes de la privatisation sont censées rentrer dans les recettes du budget? Voilà, je vous explique. Dans le budget, vous avez 5 milliards de dirhams de recettes de privatisation annoncées de façon transparente. Et vous avez un certain montant de financement innovant, c'est-à-dire des opérations de leaseback. L'État vend ses CHU, vend un certain nombre d'infrastructures à des caisses de retraite, à des investisseurs institutionnels. Et l'État loue ses actifs. Il passe du statut d'actionnaire, de propriétaire, à un statut de locataire. Et donc, il a une recette exceptionnelle qui vient réduire son déficit budgétaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la présentation de la loi de finances, vous avez 15 rapports, 1360 pages, et vous n'avez pas l'information sur le montant de ces financements innovants, sauf communiqué en réunion de la commission des finances. Sauf, alors communiqué, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous le président de la commission des finances. Est-ce qu'ils sont écrits dans les rapports? Je ne crois pas. Oui, je ne crois pas. Alors aujourd'hui, je termine mon explication si vous le permettez. Donc le déficit. Parce que vous l'avez interpellé, il faut bien le laisser répondre quand même. 15 milliards de dirhams. Je termine. Donc il y a 15 milliards. Alors je termine si vous le permettez. Donc officiellement, le déficit budgétaire 2022 est de 75 milliards de dirhams, représentant à peu près 5,5% du PIB. La ministre a annoncé 5,2%, ce n'est pas grave. Mais si vous retraitez avec les financements dits innovants, on atteint 7,5% de déficit budgétaire. Et donc, ce que je voudrais dire, nous ne devons pas rester focalisés sur le montant annoncé du déficit budgétaire parce qu'il est mécaniquement corrigé avec ces financements innovants. Et je pense qu'il faudrait que ces financements innovants cessent et qu'il y ait une transparence financière sur la nature des biens qui sont cédés par le gouvernement, les prix de cession, les montants des revenus locatifs et le taux de rendement actuariel de ces opérations dites exceptionnelles. Avant de rentrer dans ces détails précis pour recalculer le déficit, il y a une chose qu'il faut savoir. Un projet de loi de finances ou une loi de finances qui est votée au Parlement, c'est des chiffres volontaristes. Ça veut dire que le gouvernement, avec sa majorité, va tout faire pour arriver à un déficit de 4%, va tout faire pour bloquer l'inflation à 2,5%. Tout sera fait pour que je puisse atteindre le plus proche ces chiffres. C'est volontariste. Ce n'est pas la comptabilité nationale. Toc, le Maroc a fait 4. Ça viendra après. Est-ce que c'est volontariste? S'il vous plaît. Si vous permettez. Je pense qu'il y a... Deuxième, voilà. Déjà, vous avez annoncé ce chiffre de 15 milliards de dirhams sur ces financements innovants. Je pense qu'on va dans un détail qui intéresse, et je peux être d'accord partiellement avec Si Mohamed Ben Moussa sur le recalcul du déficit. Là n'est pas le problème. D'abord, qu'est-ce qu'une loi de finances? Une loi de finances, permettez-moi, c'est une autorisation que le gouvernement vient prendre de chez la représentation nationale pour engager des dépenses en vue de certaines recettes et un niveau d'endettement. Dont découle ce déficit. Donc je suis tout à fait d'accord avec Saïd Ben Chekroul qui dit que tous ces chiffres annoncés sont volontaristes. Je voudrais revenir sur les déficits. Non. Juste par rapport aux 15 Quel milliards. était le montant des financements innovants au titre de l'exercice 2022? 35 milliards. 35 milliards. 2023 ou 2022? 2022, 35 milliards. Un chiffre... Ça apparaît sur quelle ligne budgétaire?
dans la présentation de la loi de finances, les financements innovants. Lorsque vous voyez la structure des recettes de l'État, les recettes fiscales, les recettes de monopole, les recettes de privatisation, est-ce que vous avez une ligne financement innovant? Oui. Non, monsieur. Si. Non, je suis désolé, je pense que vos téléspectateurs pour en faire un fact-checking, consultez la loi de finances, vous n'aurez pas la ligne financement innovant. Vous l'avez sur la loi de finances de liquidation. Oui, mais là, on est en train d'approuver, on est en train de voter une loi de finances. Moi, je parle de l'approbation, du vote de la loi de finances. Et donc, les financements innovants, malheureusement, c'est une boîte noire, c'est un déficit de notre démocratie. Et j'invite vivement le gouvernement à corriger cette lacune de démocratie financière. Moi, je pense que c'est un instrument formidable, d'abord, qui permet au gouvernement de liquéfier ses actifs. Si Mohamed Ben Moussa, vous êtes un expert des marchés de capitaux. Aujourd'hui, l'investissement marocain qui n'est pas autofinancé est à 97% financé par le crédit bancaire. Aujourd'hui, l'outil marché capitaux n'est utilisé qu'à 3% pour financer l'investissement. Vous en savez quelque chose. Aujourd'hui, l'État, pour fluidifier ses actifs, trouve le moyen de... Faites-le de façon transparente. Oui, faites-le dans le cadre des privatisations. Aujourd'hui, faites-le de façon transparente. Si vous permettez, messieurs, comme ça on s'entend parler. Voilà. Mais le financement ça manque de transparence, Mohamed Chaouki. Pourquoi ça manque de transparence? Ça manque de transparence. C'est annoncé par le gouvernement. C'est des opérations qui sont gérées par la direction des trésors et des finances extérieures. Aujourd'hui, on annonce... Vous êtes président de la commission des finances. D'accord. Avez-vous la liste des biens qui ont été cédés par l'État dans le cadre des financements innovants? Bien sûr. Avez-vous les prix? Avez-vous les conditions de location et les rendements actuariels assurés aux institutionnels? Oui, bien sûr. Écoutez, mes collègues députés du groupe PPS n'ont pas ces informations. Alors, donc finalement, vous rejoignez ma question, Mohamed Ben Moussa, parce que je vous ai interpellé. Mohamed Ben Moussa, vous m'avez dit que vous n'étiez pas membre justement de cette commission. Quand je vous ai interpellé sur la transparence, parce que justement, c'est ce qui est soulevé par la membre. Par le membre. Oui. Je vous ai dit, je ne suis pas député. Là, mais ça reflète de manière neutre les discussions en commission, donc c'est aussi une question de transparence. C'est un exemple, c'est une illustration. Oui, c'est une illustration du manque de transparence. Donc non, il n'y a pas de manque de transparence. Il y a un point constitutionnel sur les réunions des commissions. D'accord ? Maintenant, à chaque fois quand il y a un sujet important pour la population, les présidents de commission ont le droit d'inviter la presse ou le public, ou de transmettre ça. Oui, je l'ai dit. J'ai dit que la presse pouvait être accréditée. Maintenant, est-ce que vous avez les universitaires? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans vos réunions? Bien sûr, quand c'est public, il faut demander une autorisation. Quand c'est pas public, c'est pas public. Très bien. Donc, juste pour dire, l'examen général de cette loi de finances, de ce projet de loi de finances, a été public. Très bien. Bon. Adnan Benchkhoron, l'opposition accuse le gouvernement d'adopter un libéralisme extrême. C'est le comble. C'est le comble de l'histoire. Pourquoi? Parce que, pour revenir sur ce projet de loi de finances, si on devait... Vous savez, moi, je représente un think tank. Je ne suis pas dans la majorité directement. Je ne suis pas dans la responsabilité. Vous représentez un des trois partis. Vous représentez, c'est-à-dire avec l'étiquette Estirlem. Propose, analyse, fait des propositions à son parti, qui la transmet à la majorité, etc. Donc, je ne suis pas en responsabilité directe. Mais, sincèrement, pour ce projet de loi de finances, même si l'année dernière, on avait serré les dents, cette année, on a le sourire jusqu'ici. Ça fait un lapsus, ça peut pas être considéré comme un lapsus révélateur, puisqu'on parle de majorité. L'année dernière, on a serré les dents. Cette année, on a le sourire. On se retrouve entièrement dans ce projet parce qu'on retrouve beaucoup de choses auxquelles on a pensé, auxquelles on a suggéré, et que le gouvernement amène, cette fois-ci, au niveau de l'injection du pouvoir d'achat sur une partie de la population et des ménages marocains. Et vous parlez des aides directes. Oui. Entre autres, plus la prise en charge des cotisations de l'AMO, 10 milliards, plus les 10 milliards sur l'aide au logement, on voit un boost sur la consommation. On a toujours dit, au niveau de l'Alliance, que le Maroc a une économie spécifique et qu'on ne pouvait pas faire de la relance, surtout après, dans un espace de crise et une sortie de Covid et de stress,
basé sur l'offre seulement, qu'il fallait mixer l'offre et la demande en attendant que le fameux ruissellement d'une économie de l'offre puisse aboutir à de l'emploi et de la croissance et qu'il fallait mixer les deux. Cette année, on est très heureux sur la méthode, sur la façon de présenter les choses et que enfin, une partie, je ne dis pas que toute la classe moyenne a été arrosée, une grande partie des ménages marocains qui ont subi de façon plus importante la crise du Covid, de la sécheresse, de l'inflation, qui sont au niveau du rural, de la pauvreté, sur le seuil de pauvreté, n'a pas été oublié et au contraire, on va les soutenir énormément. Grâce à qui qui va payer cela? Qui va payer justement parce qu'il y a des appréhensions de la classe moyenne. Vous le savez, vous êtes vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Il y a une grande partie de la classe moyenne qui aujourd'hui se pose réellement des questions sur l'avenir de ses finances. Parce qu'il y a des hausses sur la TVA, parce que son revenu n'a pas été touché, bien que, effectivement, il y a eu cette annonce du ministre du Budget qu'il n'y a pas réforme, mais il y a une nouvelle vision pour l'IR. Nous, on veut y croire. On veut encore pousser et essayer de convaincre que même pour ce loi de finances, un geste structurel sur l'IR est le bienvenu. Très bien. J'espère qu'on sera entendu. Nous sommes convaincus que le mixte, relance par l'offre sur les grands chantiers, qui peine à créer de la croissance, qui peine à créer de l'emploi, on le constate. Mais booster en même temps avec une relance de la consommation, en commençant par là une certaine tranche, parce que c'est la plus urgente, donnerait de la croissance. Et moi, je vous annonce que si tout passe, toutes les aides sont distribuées, correctement distribuées, on aura une croissance supérieure à ce qu'on dit. Très bien. Il y a le triptyque financement, aide directe. Je réponds à votre question. Le financement, le gouvernement, chiffre à l'appui, a pérennisé le financement de tout ça pour 2004, 2005 et 2006. 2024. On va rajouter une petite vingtaine d'années. 2024, 2025, 2026. Bref, jusqu'à la fin de son mandat. Oui, disons les choses. Jusqu'à la fin de son mandat. Il ne peut pas faire plus. Il va travailler. Pérenniser jusqu'à la fin du mandat du gouvernement actuel. Par correction politique. Il le fait par correction politique. Et parce que... Parce que ça veut dire, mais je non, serais par curieuse obligation de savoir. Mais je voudrais dire... Parce que je voudrais faire réagir Stéphane. On ne va pas mettre au-delà de son mandat, quand même. D'équité. Oui, c'est parce qu'il faut 3 ans sécurisés pour que la croissance soit là, pour qu'elle génère assez de recettes pour pérenniser, sécuriser le modèle social marocain. On a un modèle social à construire. Parce qu'il n'y a pas que l'AMO à sécuriser. Il y a ce qui arrive, c'est la retraite universelle avec le seuil. Il y a l'indemnité de perte d'emploi. Il y a une assiette fiscale qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Il faudra bien l'élargir, cette assiette fiscale. Ça ne peut que passer par la croissance. Et la croissance, ça prend du temps à se construire parce qu'on vient les 10 dernières années... Disons que le gouvernement était un peu chômeur. Les 10 dernières, les deux autres mandats, il n'y a pas eu... Ça nous a quand même permis d'installer un secteur de l'automobile qui exporte aujourd'hui 100 milliards. Ça ne sera pas Riyad Bouzour qui me contradierait là-dessus. Mais il y a d'autres retards, mais ils n'étaient pas dormants. Je voudrais interpeller... C'est un baiser de la mort qui est adressé à votre parti. Non, je parle. Il faudra me donner le temps. Non. Anna, j'aime pas faire la polémique, mais bon. Je fais mon travail ici. Donc c'est justement pour répartir équitablement le temps. C'est pour ça que je vous donne la parole maintenant. Je m'attendais à ce que ce soit une émission tendue. Je ne suis pas déçue. Les aides directes, d'un côté. De l'autre côté, la caisse de compensation. Si on regarde les choses, il faut dire la vérité devant les Marocains. Si on regarde les choses, comme ça a été dit par Sibn Chkroun, je crois que la politique économique au Maroc ne va pas donner ce qu'on attend d'elle. Parce que je crois, moi, que le modèle de croissance marocain, ça fait des années qu'il est basé sur la consommation. Et celui qui me dit qu'on va relancer la consommation, je ne suis pas tout à fait d'accord. La proportion de la consommation de le produit intérieur brut et notre massacre en termes de modèle de développement vient de la consommation.
Parce que non, je le dis la vérité, regardez la balance commerciale, regardez ce qu'on importe, regardez les intrants que nous avons en matière de production, tout vient de l'importation. Et donc nous, dans le nouveau modèle de développement, et je parle sous contrôle, nous avons un membre qui était dans la commission, on voulait que l'offre démarre. Et donc l'offre, ça vient à travers l'investissement, mais pas par drainer la... En attendant, j'ai dit, oui, mais dites pas ce que... Je n'ai pas intervenu, j'ai pas intervenu. Oui, je vais reprendre ce que vous avez dit. J'ai dit, maintenant, pour mettre... que les recettes, que l'investissement donne ses fruits, l'État ne peut pas attendre. Attendre, je vais continuer. Il relance, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que maintenant, nous allons mettre les germes de la croissance. Aujourd'hui, dans le modèle de subvention qu'on est en train de mettre en place, qui me garantit qu'il va être générateur de croissance. Je n'ai aucune étude aujourd'hui qui me dit que si je touche les classes pauvres, ça va me permettre de générer de la croissance. Peut-être que ça peut avoir l'effet inverse. Écoutez, nous avons des exemples internationaux qui n'ont pas abouti à une croissance. Pourquoi Parce que l'argent est parti à l'extérieur. Or, lorsqu'on met de l'argent sur une certaine classe qui n'a pas, il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas de déficit commercial. Très bien, je continue juste mon idée. Premièrement, les réformes qui ont été entreprises dans la loi de finances ne touchent pas la classe sociale, moyenne. À l'inverse de ce que vous avez dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit la classe moyenne. Je n'ai pas dit. Mais je dois finir. Mais ça ne va pas être compris. Et vous aurez droit de Au démarrage, j'étais interrompu par mon collègue, Mohamed, je viens d'être interrompu, je dois continuer mon idée. Non, vous n'êtes pas interrompu, vous pouvez finir votre idée assis. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit vous. J'ai dit que si la vision est comme ça, notre modèle de croissance ne va pas marcher. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'on oublie la classe moyenne. La classe moyenne aujourd'hui au Maroc est aux alentours, selon le HCP, pas mes études à moi, c'est 21 millions de population. Et ça, c'est la vérité. Regardez les données de l'HCP. Non, c'est pas faux, monsieur. Non, c'est pas faux, c'est 21 millions. Si vous prenez le revenu qui est supérieur à 5 000, 6 000 dirhams, on parle de 21 millions de population. D'accord? Et vérifiez le HCP, si vous permettez. Deuxièmement, l'aide, elle va être donnée à qui? Ce sont les classes pauvres et vulnérables qui sont en train d'être... Qui sortent de combien? Ouais, laissez-moi juste continuer, après vous pouvez dire comme vous voulez. Très bien. Donc j'ai dit, la classe pauvre, c'est elle qui va en bénéficier. Maintenant, dans la loi de finances, oui, on va aider les gens pauvres, mais la classe moyenne, inférieure, est-ce qu'elle aura à bénéficier? Est-ce que le gouvernement a des statistiques sur des citoyens comme ça? Ceux qui vont avoir le prix du gaz et des produits qui vont augmenter, qui vont rentrer dans la chaîne de production et de consommation qui vont augmenter. Deuxièmement, lorsqu'on parle de croissance, moi ce que je sais en termes de modestie économique, c'est que la croissance ne peut venir qu'à travers l'investissement. Et ça, c'est très important. Il y a 335 milliards de dirhams d'investissement public. Oui, mais combien en termes d'exécution? Et quel est l'écart de l'investissement au Maroc? Il est aux alentours de 7. Et donc, on n'a pas une productivité de l'investissement public. Et c'est un chantier qu'il faut prendre en considération. Deuxièmement, on ne peut pas aller dans une économie où nous avons deux économies. Il y a l'informel qui est en train de prendre de la place. Et donc, il ne sera pas générateur de productivité. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Et donc là, je ne pense pas que la... Bon, c'est... Vous ne pensez pas que... Je ne pense pas que la façon avec laquelle on est en train de réfléchir aux aides, je sais que c'est une politique sociale, elle est très efficace, elle peut réussir, mais il faut avoir avec elle un accompagnement économique bien parlant. Et je l'ai dit dans ce plateau plusieurs fois, c'est que la classe moyenne devra en bénéficier. C'est pour ça que je vous rejoins sur ça. Il faut qu'il y ait en parallèle une réforme urgente, un geste en matière d'IR. Ça, je suis d'accord. Je peux ne pas avoir une aide en termes d'IR. Il y a des expériences à l'international qui ont montré que je peux même aider la classe moyenne inférieure. Pourquoi ne pas en faire bénéficier en termes d'aide? Et ça pourra allonger, si je peux dire ça, le degré de pression qui pourra être subi sur la classe moyenne. Est-ce que ça peut attendre 2025, justement cette réforme de l'IR, comme prévu? Parce que c'est sur 3 ans, effectivement, il y a la TVA, l'IS, la TVA cette année, l'IR l'année prochaine. J'étais clair dans mes propos, j'ai dit, aujourd'hui, est-ce que nous avons une étude qui nous dit quel serait l'effet direct et indirect d'une décompensation du gaz? Je vous interpelle très bien. Sur la nous avons augmenté, s'il vous plaît, nous avons augmenté le pétrole. Il était de 7,8. Il a augmenté de combien? 5-6 dirhams d'augmentation. Regardez l'effet que ça fait sur l'inflation. Aujourd'hui, si vous enlevez pour le gaz, je n'ai pas d'études, je ne peux pas avancer de chiffres. Mais il faudra, avant de mener ce type de réforme, il faudra avoir une
analyse, de micro-simulation pour voir les impacts sur les différentes classes sociales. Très bien. Je dois réagir sur ces questions, si vous le voulez bien. Oui, Mohamed Je n'ai rien dit sur ces mesures fiscales et sur la classe moyenne. Oui, allez-y. Si l'avis du PPS vous intéresse, bien évidemment. Pardon ? Si l'avis du PPS vous intéresse sur vous ces êtes là questions. pour représenter l'opposition aussi, donc votre avis nous intéresse et intéresse surtout les téléspectateurs. Moi, je fais que mon travail de journaliste. Merci de me donner la possibilité d'exposer le point de vue du PPS. Je voudrais dire que dans le propos des représentants de la majorité gouvernementale, il y a un terme qui a été utilisé et qui est révélateur d'un état d'esprit, c'est le terme ruissellement. Or, la notion de ruissellement a démontré partout dans la planète qu'elle conduisait à des impasses. Le ruissellement, distribué aux plus nantis, distribué aux entreprises les plus importantes, les plus fortes de l'économie, et il en résultera quelque chose. Distribuer quoi? Qu'est-ce que vous entendez par distribuer? Parce que là, on parlait des aides directes. On ne distribue pas les aides directes aux plus nantis, c'est aux moins nantis qu'on les distribue. Non, on distribue des avantages fiscaux, on distribue... Tels que? C'est 35 milliards, 292 mesures, mesurées par le ministère de l'Économie et des Finances, 35 milliards. Des avantages, des exonérations d'IS, des exonérations de TVA, des exonérations d'IR, sans aucune mesure d'impact économique et social de ces mesures, aucune étude d'impact, premièrement, sans limitation dans le temps. Quand vous avez un avantage fiscal, parce que vous rentrez dans le cadre des dérogations fiscales, eh bien, ce n'est pas limité dans le temps. Et sans plafonnement par contribuable. Donc je reprends mon raisonnement. Les incitations foncières, les incitations financières, etc. etc. Il faut bien encourager l'investissement. Sous réserve que l'investissement puisse produire une valeur ajoutée pour notre économie. Je prends un exemple, puisque vous me relancez sur cette question, eh bien je vais vous donner un élément d'analyse. La commission des investissements, qui est présidée par le chef du gouvernement, s'est réunie 3 fois en 2023. Elle a validé 58 projets. Ces 58 projets représentent un investissement global, une intention d'investissement global de 107 milliards de dirhams, créant 17 500 emplois. Ça fait un budget d'investissement moyen de 6,1 ou 6,2 millions par emploi créé. Je dis aujourd'hui que la politique économique de notre pays doit aller vers le soutien à d'autres types d'investissements. Des investissements qui nécessitent une enveloppe de 50 000 à 100 000 dirhams par emploi créé, comme c'est le cas en Turquie, par exemple. Voilà une orientation stratégique, pas que de ce gouvernement, même des gouvernements précédents, qui est erronée. Et il faut repenser la politique incitative de l'investissement en faveur de la PME-PMI qui crée de l'emploi. Ce n'est pas avec ces gros méga-projets qui sont totalement digitalisés, qui vous créent pour plusieurs milliards de dirhams d'investissement sans emploi, qu'on va relever les défis sociaux. Je reviens à mon raisonnement de départ. La classe moyenne. La grande problématique de ce gouvernement, c'est qu'il est en échec sur ses principaux engagements. Il a pris 10 engagements. Parmi les 10 engagements, c'est créer 1 million d'emplois. Nous avons détruit 24 000 emplois, enfin nous et notre pays, notre économie, sous la responsabilité du gouvernement actuel. Notre économie a détruit 24 000 emplois en 2022 et à fin septembre 2023, nous en avons détruit 297 000. Le gouvernement après, il y a le rural, l'urbain. Non, mais consolidé. Enfin, il y a. On est, voilà, c'est ça. Ce sont des Marocains. Après, il y a des pertes, il y a des créations aussi. Mais je vous parle du solde net. Je vous parle du solde net. Moins de 197 000 emplois. Il y a l'urbain et le rural. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est ce que j'ai dit. À cause de l'année agricole. Là, moi, je précise aussi, même par rapport aux téléspectateurs. Mais si vous voulez avoir le détail, il y a de la destruction d'emplois
emplois dans le rural et dans l'urbain. Dans l'urbain, c'est moins grave que dans le rural, mais il y a de la destruction. Deuxième engagement, c'est la croissance. 4%. À cause de 5 ans de sécheresse. Attendez. Et pourquoi l'urbain? Sur le sujet, vous réagissez après moi. Les chômeurs ruraux. Je vous couperai. Coupez-moi. Alors, écoutez, on ne s'entend plus là. Non, je fais un diagnostic objectif. Il faut que les citoyens le sachent. La croissance économique, le gouvernement s'est engagé sur 4% de croissance. C'est déjà très en deçà de ce qui était projeté dans le cadre du nouveau modèle de développement qui est plutôt 6-7%. On fait 1,2. Ni le modèle de développement, ni le gouvernement ne s'attendait à la Covid-19. On fait 1,2 en 2022 et on va terminer cette année autour de 3,4. Banque El Maghreb parle de 2,9. Le gouvernement s'est engagé à sortir de la vulnérabilité et de la pauvreté 1 million de Marocains à l'échéance 2026. Nous avons 3,2 millions de Marocains qui ont sombré sous le seuil de la pauvreté et de la vulnérabilité du fait de la Covid-19 et du fait des pressions inflationnistes. Le gouvernement s'est engagé à augmenter le taux d'activité des femmes marocaines de à peu près 19% à 30%. Le taux d'activité a chuté, etc. C'est pour vous dire... Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de discuter les engagements du gouvernement. Nous discutons du PLF. Mais les orientations stratégiques du loi de finances... Les orientations stratégiques du loi de finances doivent être définies au service... du gouvernement. Les orientations stratégiques des lois de finances doivent être au service du programme gouvernemental et des engagements. Or, ce que je constate, c'est que sur ces aspects-là, il y a un recul. Et enfin, pour conclure, puisque je dois céder la parole, pour conclure, les mesures d'ordre fiscal qui sont prévues, de mon point de vue, sont des mesures injustes, inéquitables. Pour quelle raison? Le problème est à la source. Il est au niveau de la loi 4 sur la réforme fiscale, qui ne relève pas de la responsabilité de ce gouvernement, mais du précédent, qui n'a pas mis un certain nombre de garde-fous. Pourquoi? Parce qu'une réforme fiscale doit être globale, holistique et simultanée. On doit faire des efforts fiscaux, on doit donner des avantages fiscaux, on doit réformer pour tout type de contribuables. Autrement dit, pour les salariés, les entreprises, les épargnants, les retraités, etc. Autrement dit, vous ne dites que ce qui est en train d'être fait. Pas du tout. Puisqu'il y a un séquencement. L'année dernière, l'IS, cette année, la TVA, l'année prochaine, l'IR. Non, mais la réforme fiscale, non, ça ne peut pas être progressif. Les 3 chantiers sont progressifs. Non, ça ne peut pas être progressif. Ça doit être global. Sinon, vous prenez... Mais c'est un choix injuste. Très bien. Est-ce qu'on peut laisser répondre? C'est un choix injuste. Pourquoi? Parce qu'on donne un cadeau fiscal aux grandes entreprises qui font moins de 100 millions de dirhams de résultats et on ne donne rien aux salariés, on ne donne rien à la classe moyenne. Et je considère que c'est un choix injuste. La réforme fiscale a été faite ou va être faite de façon séquentielle alors qu'elle aurait dû être holistique et simultanée comme c'est recommandé dans le nouveau modèle de développement. Si Chawki, vous pouvez répondre. Je ne pose plus de questions parce que visiblement le débat gouvernement libéral. Faux. Alors, bon, 35... après, ce qu'il dit, lui, ça va dans ce sens. Parce que vous avez parlé de ruissellement. C'est un gouvernement libéral. Non, c'est faux. Pourquoi faux? Non. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Ah oui, allez-y. Soi-disant. Argumenter, c'est chaud. Non, il faut argumenter ça. Non, argumenter, c'est chaud. Messieurs, si vous permettez, on aimerait bien avancer. Pardon. Allez-y. Vous voulez réagir sur les accusations de l'opposition que ce gouvernement adopte un libéralisme extrême. On ne dit pas qu'il n'est pas libéral du tout. Chiffre à l'appui, s'il vous plaît. Mon collègue Séchaoui va étayer, argumenter. Vous me permettrez de réagir à ces arguments. Très bien. Vous n'allez pas parler tout seul. Mais moi, avant vous, aussi, Mahmoud. Messieurs, s'il vous plaît. Si Chawki, allez-y. Alors, 35 milliards pour la généralisation de la protection sociale, ça c'est libéral. Plus 21 milliards de dirhams. Non, laissez-moi. Allez-y. Pardon. Plus 2,6 milliards sur le budget de la santé, ça c'est libéral. Plus 5 milliards de dirhams sur le budget de l'éducation nationale, ça c'est libéral. Messieurs, sachez... C'est le niveau de l'inflation. S'il vous plaît. C'est le niveau de l'inflation. S'il vous plaît, 174. Les Marocains. La structure. Le ciblage. S'il vous plaît, Sibel Moussa, s'il vous plaît. On n'interrompt plus. Les gouvernements successifs entre 2015 et 2023
ont accordé 174 milliards de dirhams de subventions de sucre, de gaz butane, de carburant et de farine. C'est une moyenne de 19,4 milliards de dirhams. Vous savez, les couches sociales inférieures, combien ils avaient de ces 19 milliards en moyenne par an? 8 milliards, monsieur. 8 milliards. Et les études sont là. Aujourd'hui, ces gens-là vont avoir 25 milliards de dirhams. Ça, c'est libéral, monsieur? Ça, c'est pas libéral. Comment on va financer ça? Comment on va financer ça? Alors, 7 milliards de dirhams vont venir des reçus fiscales de la contribution sociale. Vous connaissez si bien si Mohamed Ben Moussa. 15 milliards de dirhams, parce qu'il faut l'avouer, et le PPS l'a défendu lors de l'examen de loi de finances, 15 milliards viennent de la rationalisation de tous les programmes d'aide directe qui existaient auparavant. Parce qu'on est dans la continuité. C'est un effet de substitution. D'accord. Pas de problème de rationalisation, de meilleure gestion. 9 milliards de dirhams au titre du report de nouveau du CAS, de la cohésion sociale. Et 12 milliards de dirhams qui vont venir de cette réforme dont je parlais, les 174 milliards de dirhams que le Maroc a subventionné entre 2015 et 2023. Monsieur Ben Moussa, quand vous dites que les 10 engagements du gouvernement n'ont pas été respectés, aucun, c'est quand même, il faut dire la réalité au Maroc. J'ai argumenté. Il faut dire la réalité. Les 4 orientations stratégiques, bien sûr, il y a un axe stratégique qui est la réhabilitation et la reconstruction des zones sinistrées par le séisme, mais à part ça... Que nous soutenons, bien sûr. Bien sûr que tout le monde soutient. Donc, les 3 orientations sont des engagements du gouvernement. Le dialogue social, vous savez combien ça va coûter jusqu'à la fin de ce mandat? 14 milliards de dirhams, record historique. Vous parlez de la classe moyenne. C'est comme ça que le gouvernement essaie de préserver le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Est-ce que le gouvernement préserve le pouvoir d'achat en augmentant les prix d'importation? Sur le thé, par exemple, laissez-moi dire quelque chose. Sur les produits, les autres produits d'électroménager, est-ce qu'on soutient le pouvoir d'achat comme ceci de la classe moyenne? Je vous interpelle là-dessus. Le thé, c'est quoi la mesure exacte? On augmente les droits d'importation sur le thé emballé, pas en vrac. Très Donc, bien. qu'est-ce qu'on pousse à qu'on ait une petite valeur ajoutée marocaine sur ce sujet? Pour l'emballage. D'accord. Vous voulez autre chose sur les mesures TVA? Moi, je pense que la réforme qui est engagée, vous la voulez holistique, moi je trouve que elle est holistique, sauf qu'elle est progressive. C'est séquentiel. C'est séquentiel, mais il y a des injustices entre-temps. Bon, vous savez, je ne pense pas qu'on peut attaquer. L'IR, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que finalement. Pourquoi alors Fouzil Rja en parle? Pourquoi Fouzil Rja en parle? Pourquoi il a mis l'importance sur de revoir et réformer ces taxes pour la rendre plus équitable? Si vous permettez juste, je dis je reprends ce qu'il a déclaré. Le gouvernement présentera, selon Fouzil Rja, une vision à cet égard lors de la 2e lecture du PLF. Pourquoi soudain il y a cette IR qui pop-up? Parce que cette rhétorique de la classe moyenne qui vient de l'opposition, d'accord? C'est pas que la classe. C'est pas une rhétorique. Non. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Cette rhétorique qui est devenue importante en ce moment lors de l'examen de cette loi de finances. Parce que, justement, la rhétorique précédente, c'était les couches sociales inférieures. Aujourd'hui que le gouvernement a attaqué ces couches... Quand vous dites avant, c'est pendant l'élaboration du projet de loi de finances. Avant, c'est-à-dire, je veux dire, les précédents gouvernements. Précédents gouvernements et même les années précédentes. Quand, bien sûr, où est-ce qu'on va aller? On va aller chercher la rhétorique sur la classe moyenne. Mais je pense que cette réforme l'IR, cette vision, l'IR est un impôt compliqué. Pourquoi? Aujourd'hui, si on touche les classes inférieures, vous savez combien on a d'IR sur les tranches inférieures? On a 1 milliard de dirhams. Et l'ensemble de l'IR... Là, vous commencez à être transparent. On comprend pourquoi vous avez reporté cette décision. Non. Je suis au fond de toute transparence. Il faut qu'on ait une bonne vision, une bonne copie
pour que nous, majorité, on puisse soutenir le gouvernement sur la réforme de l'IR. Parce que finalement, mais la séquence, ça pose un mais problème. mais ça pose un problème. Là, il faut qu'il y ait une dialectique. Reconnaissez avec moi, si Chokri, que vous avez fait un pari perdant. Lequel pari perdant? Je vous explique lequel. Lequel? Par ce séquencement. Vous avez fait un cadeau démesuré aux entreprises en réduisant tout de suite, évidemment suivant un échéancier, le taux de l'IS à 20% pour les entreprises qui réalisent moins de 100 millions de dirhams de résultats. Le problème, c'est que le pari, j'aurais voulu qu'il soit un pari gagnant pour l'économie de mon pays, c'est que le pari, c'est que l'assiette fiscale s'élargisse pour qu'en dépit de la baisse du taux, les recettes de l'IS augmentent. Très bien. Or, le problème, c'est que vous avez constaté, laissez-moi dire, vous avez constaté, j'ai les chiffres. Non, je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres. Les recettes, je vous les donne tout de suite. Vous me donnez 15 secondes. 15 secondes. Les recettes d'IS dans la loi de finances 2023, c'est 61,4 milliards de dirhams. 61,4 milliards. Les recettes fiscales dans le projet de loi de finances 2024 pour l'IS, c'est 61,1, en retrait de 300 millions. C'est un aveu d'échec. Mais non. Puisque l'assiette ne s'élargit pas. Quand on baisse le l'IS. S'il vous plaît. Si vous me permettez, parce que je connais le sujet. Aujourd'hui... Un peu aussi, me concernant. Tout le monde connaît les sujets, si vous pouvez juste finir si vous me permettez, si Mohamed vos propos. Sur 2022, l'exercice 2022, on réalise 60 milliards. C'est un record historique. Pourquoi c'est exceptionnel. C'est 2021. Pourquoi c'est un record? Le groupe OCP, 28 milliards. Mais aussi 2021, parce que nous avions un taux de croissance. C'est une croissance de 7%. C'est le rebond après la Covid. Oui, c'est un rebond. Très bien. Merci Khadija. Mais pas uniquement, parce qu'il y a des recettes qui sont rentrées à travers l'euphorie des prix à l'époque, qui a commencé. On parle d'IS, pas de TVA ou TVA d'import. En termes de revenus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je dis, si vous permettez, c'est Ben Chkaroun. Rapidement. Sur les recettes, je pense que le gouvernement fait un bon travail et le travail de la réforme fiscale est en train de payer. Même sur l'IR, l'assiette, avec ce qui a été fait, avec les médecins, avec les avocats, commence à payer. Aujourd'hui, on est d'accord, Sibel Moussa, qu'il faut une réforme de l'IR. La Commission des finances a fait une journée d'études ou 2 journées d'études avec le gouvernement cette année, avant la loi de finances, pour voir les différents scénarios, justement. Quels sont les scénarios, justement? Parce que là, on parle de... Alors, je ne suis pas le gouvernement, je veux des pas... tranches de revenus exonérées. Non, c'est la question... Il y a quelque chose qui est injuste. La première année 2023, il y a une réforme de l'IS. Le gouvernement, la majorité, a choisi un séquencement clair. IS, TVA, IR. Aujourd'hui, peut-être que l'IR va glisser un peu entre les deux, peut-être. Mais c'est réducteur. Et ce n'est pas juste de dire qu'on a fait que l'IS. Ça aurait été scandaleux. Un gouvernement néolibéral, non. Il a fait l'IS glissant. Il a fait la charte d'investissement après 10 ans de retard. Il a fait les délais de paiement. Il a fait la réforme du Code général des marchés. Il a fait les CRI. Il a fait la réforme des CRI. Il a fait une batterie de mesures pour que l'effet se retrouve dans quelques années. On sait très bien qu'une usine se construit en 2 ans, 3 ans, que l'emploi démarre 2 ans, 3 ans après, parce qu'il y a du foncier à acquérir, il y a des capitaux à mobiliser, il y a des formations, etc. Il ne faut pas venir être réducteur et expliquer aux Marocains que lorsqu'on prend une décision de la charte, les usines vont pousser comme des champignons et l'emploi va... C'est une politique, c'est un choix assumé par une majorité tranquille, d'accord avec elle, du séquencement, dans laquelle... Il y a une agilité, il y a une réflexion dans la majorité en disant on accélère ça, on retarde ça, on ajuste parce que... Des fois, on ajuste à coup de milliards. De sécheresse. Non, des fois, on ajuste à coup de milliards avec des rallonges budgétaires, sans toutefois avoir recours à la loi de finances rectificative. Qui deviendra moins tabou parce que le gouvernement arrive avec une loi organique des finances pour faciliter et banaliser les lois de finances rectificatives qui, à travers le monde, deviennent banales. Donc nous avons
un séquencement sur lequel on est d'accord, avec un effet IS, réforme, plus aujourd'hui ajustement. C'est des choix politiques. Présentez-vous la prochaine fois, prenez la majorité et faites autre chose. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous. Aujourd'hui, la démocratie, elle est du côté des trois partis qui sont solidaires, qui travaillent ensemble, qui présentent les amendements en commun. C'est une méthode, un signal à envoyer. Juste par rapport aux intrants. Oui. Aux importations. Oui. Certes, il faut les le Maroc s'est engagé. Il faut corriger. Il faut corriger. Donc là, vous faites partie de la majorité. Moi, je suis d'accord que la CGM doit discuter, nomenclature par nomenclature, et corriger les droits sur les intrants industriels. C'est normal. Une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est important. Alors, juste, les éléments qui ont été... Il nous reste 4 minutes. Vous avez 1 minute. Non, il y a deux choses. Il y a deux choses que je ne veux pas conclure. Il y a deux choses. Madame Ehsan, je ne veux pas conclure. Je veux simplement réagir par rapport à ce qu'a dit Sibn Chkroun. Il a cité un certain nombre d'instruments. Il a cité un certain nombre d'instruments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de ces instruments sur la réalité économique et sociale de mon pays. Il a dit que ça prenait des années. On peut pas. Non, parce que les Marocains, ils attendent des résultats rapidement. La charte d'investissement, moi, ce que je constate, les résultats, vous les verrez dans 48 mois. Ce que je constate. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas terminé. Je suis honnête et laissez-moi terminer. Si ça vous plaît pas, ne traitez pas le point de vue différent du vôtre de malhonnête. Non. Donc, écoutez ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que je suis en train de dire. Donc, je dis que la charte d'investissement qui a été adoptée n'a pas encore produit ses effets. Exact. Et nous sommes dans une situation inquiétante par rapport à l'investissement. Et je voudrais profiter de cette occasion pour sonner la sonnette d'alarme, puisque l'investissement est en chute en 2022. Moins 6,5%. L'investissement direct étranger. L'investissement national, Madame Ehsan. Je vous interpelle. Pas l'investissement direct étranger. L'investissement direct étranger est en chute de 45% en 2023. Nous sommes à 11 milliards au lieu de 20 milliards. L'investissement direct étranger net. C'est la tendance générale. Net. Alors maintenant, je reviens sur l'investissement national. Il est en chute de 6,5%. 6,5% en 2022, malgré la charte d'investissement, malgré le CRI, malgré tous les efforts. Et en 2023, les derniers chiffres du HCP, l'investissement a rebondi de 0,8% ou 0,7% au premier trimestre. Et ensuite, il a chuté de 2,5% et de 3,7% deuxième et troisième trimestre. Et donc je dis, attention, il y a un problème. Toutes ces mesures qui sont mises en œuvre, elles n'ont pas encore d'impact sur l'investissement privé et sur la transformation du rapport 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers privé et 1 tiers public, alors que nous sommes dans une situation inverse. Merci, on attend le décret d'application de la charte d'investissement. Est-ce que c'est ma dernière intervention, madame? Oui, monsieur. Alors, je voudrais terminer sur un point, s'il vous plaît. Non, monsieur. Je voudrais terminer sur un point. Je voudrais alerter sur la situation de l'endettement. Là, on n'a plus le temps. Deux mots, madame. Nous avons un taux d'endettement de 94% et non pas 70% comme c'est annoncé par le gouvernement. 94% d'endettement public, ce qui rend difficile la soutenabilité des finances publiques sur les années à venir. On a parlé d'endettement au début. Alors, Sifirano, vraiment, pour clôturer. Généralement, je n'habite pas dans ce type de débat, excusez-moi. Je voudrais juste dire que, normalement, un travail gouvernemental doit être évalué. Il y a de l'évaluation de la politique publique. Oui. Et donc, automatiquement, si je n'arrive pas à évaluer dans les 5 ans du mandat, ce n'est pas de la politique publique. Très bien. Un dernier mot, Mohamed Adnan Meshkouron, pardon. Donc, on a cité la démarche du gouvernement dans laquelle s'inscrit ce projet de loi de finances. On voit que le gouvernement écoute sa majorité et accepte certains amendements et il est prêt à être agile. C'est une bonne méthode. Chaque fois qu'il prend une décision, même sur la caisse de compensation, il a une méthode qui lisse pour que ça soit soutenable. Donc il y a une philosophie globale. L'année prochaine, la classe moyenne sera le centre, le moteur, c'est l'ADN de l'Alliance qui défend la classe moyenne. On a commencé par une partie, on ne peut pas tout faire, on avance. Merci. Maintenant que les effets aboutissent en fin de mandat, oui, le vote de 2026 sanctionnera ou pas le travail et les résultats sur l'emploi, sur autre chose. Nous sommes confiants, la majorité avance, travaille. Merci Adnan Meshkouron. Mohamed Chawki, un dernier mot. Un dernier mot, juste, les propos de Si Mohamed Ben Moussa me rappellent l'opposition lors des travaux de la Commission des finances, parce que
160 amendements proposés par le PPS. Hein. Non. Soit dit en passant. Non, 36. 37, les 160, c'est... Mais en tout cas, 160, c'est l'USFP. 37. Alors, qui me semble perdu. D'un autre temps, il ramène des amendements qui ont été discutés l'année dernière, alors que le cap du gouvernement, il est clair. Réforme fiscale, moins de recettes pour le gouvernement, plus de dépenses publiques pour l'État social, tout en équilibrant les budgets et les équilibres moins de recettes, selon la TGR, les recettes encaissées ont augmenté. Ouvrez les réunions de la Commission des finances au grand public et laissez les Marocains juger d'eux-mêmes. Un indicateur très important, c'est le revenu. C'est une proposition que je vous fais. Il faut laisser les Marocains juger d'eux-mêmes. Il faut aller aux élections, c'est ça la démocratie. Le revenu disponible des ménages, il a baissé en 2023. Merci Zakaria Ferrano, professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. On va reprendre ce débat. Il n'est pas terminé avec un goût d'inachevé. Merci aussi Mohamed Ben Moussa, président du Forum des économistes du PPS, Adnan Benchkouran, vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et mes remerciements vont également au président de la Commission des finances au Parlement, Mohamed Chawki. Merci. Merci à vous. Merci. Oui, un plaisir largement partagé. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.